tout de suite vous mettre à l'aise pour vous expliquer que raconter la Révolution française et le Haut-Var, c'est pas facile du tout. Bon. Alors, pourquoi c'est pas facile? Parce que d'abord, il faut bien que je place l'histoire dans le contexte, et en particulier le contexte national, parce que si on ne comprend rien. Il faut aussi que je place l'histoire dans le contexte régional, sinon on ne comprend rien. Et donc, il faut aussi trouver suffisamment d'informations pour pouvoir alimenter le sujet, qui n'est pas évident du tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites. Et donc, écoutez, avec tout ça, je vais essayer de vous proposer, donc, comme on l'a dit, en deux parties, donc la Révolution française et le Haut-Var. Alors le « et », c'est parce qu'en fait, c'est pas localement toujours dans le Haut-Var, c'est souvent les rapports entre le Var, le Haut-Var et le reste, comme vous le verrez. Alors, voyons tout de suite un petit peu comment on va se placer. Alors d'abord, l'axe des temps, vous ne vous affolez pas, il y aura un axe des temps pratiquement tout le temps pour que vous puissiez vous repérer. Parce que plusieurs m'ont dit « Ah oui, j'y connais rien à la Révolution française », donc ça vous permet chaque fois quand même un petit peu de vous mettre dans l'histoire. En gros, donc 10 années, puisque nous allons démarrer en 1789, je pense que c'est pas un scoop, savoir que c'est là où ça commence. Et en principe, donc ça se termine fin 1799 en calendrier normal, lorsque Napoléon Bonaparte va donc faire un coup d'État qui va en fait confisquer un peu cette République, même si on reste encore en République derrière. Alors, c'est pour cela que, justement, si vous observez bien, donc on va démarrer bien sûr sous la monarchie absolue, roi Louis XVI, je pense que tout le monde sait. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à cette partie-là, c'est-à-dire donc la première où le roi est encore au pouvoir et va le partager, et où les espoirs sont absolument immenses. Tout le monde croit que vraiment les choses vont changer, on va vers une France nouvelle, et comme vous le verrez, malheureusement, déception. Et justement, la seconde partie que vous avez ici, c'est celle-ci que je traiterai donc dans 3 semaines, qui s'appellera Orage et fracture, parce que justement là, rien ne va plus, et que le Haut-Var va justement s'engouffrer dans beaucoup de problèmes. Alors, pour continuer évidemment, de vous expliquer un petit peu le contexte, voilà donc une carte, j'insiste, actuelle du Var. Vous verrez qu'il y a de petites nuances à l'époque en 1790. Et donc, le Haut-Var, à vrai dire, ça m'a posé un problème. Parce que, d'abord, le Haut-Var, personne ne sait vraiment le définir. Alors, par exemple, Maurice Aguillon, dont je parlerai beaucoup, c'est un des historiens que j'ai beaucoup consulté, lui dit que ça s'appelle le Var des collines, des collineux, avec la Provence intérieure. En fait, c'est pas tout à fait plus la basse Provence, c'est pas encore tout à fait la haute Provence, donc c'est pas évident du tout à situer. Donc en tout cas, Étienne Juliard nous présente ici le Haut-Var, mais moi je vais descendre un petit peu plus bas ici, en rajoutant bien sûr des communes qui nous sont quand même extrêmement proches, comme Saint-Maximin, Brignoles, Draguignan. Donc en fait, c'est cet espace ici qui sera plutôt le siège de l'étude que je vais vous proposer. Donc, attaquons. Attaquons avec donc ces espoirs et l'adhésion donc d'une grande majorité des habitants du Haut-Var donc à la Révolution. Et donc, peut-être pourrais-je commencer à vous placer légèrement le contexte à la veille de 1789. Vous avez donc ici une carte de la Provence qui date de 1788 et qui nous rappelle donc que ce comté de Provence faisait partie donc évidemment de la France, mais comme un co-État, étant donné l'histoire de l'annexion de la Provence estime toujours être un petit peu à part. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un pays d'État, c'est-à-dire donc un de ces rares pays provinciaux où il y a des institutions qui peuvent discuter avec le roi, impôts en particulier. Alors évidemment, je dirais que cette institution était passée un peu en désuétude, et à la veille de la Révolution, à partir de 1787, en fait, ces États reprennent vigueur, tant ça cause beaucoup dans le Royaume de France. Et justement, ici, j'ai pas l'habitude du truc, et donc ici, vous avez justement la publication de ces discours des États de Provence qui commencent à faire parler d'eux à partir de 1787. Donc, agrandissons la carte. Et donc, cette carte nous montre bien, ici, donc justement, Riance, Barjol, jusque donc à Draguignan. Nous ferons un petit tour à Ops, nous passerons donc
souvent du côté de Saint-Maximin et de Brignoles. Et donc, il est très important de vous présenter un petit peu cette région. Alors d'abord, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que c'est une zone donc, de collines plus ou moins boisées. Alors, on discutait l'autre jour avec quelqu'un qui s'y connaît bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, ces bois sont encore très importants. Vous verrez d'ailleurs que ces bois sont des objets de conflit extrêmement importants entre les communautés et les seigneurs. Qu'est-ce que l'on pourrait aussi relever? C'est que c'est une zone extrêmement connectée en fait à la Provence. D'abord parce que vous avez des routes ici extrêmement importantes. Bon, l'axe principal ici, c'est plutôt au sud, mais il faut retenir que Barjol est également un carrefour extrêmement important à cette époque. Ops est une foire extrêmement importante, et en particulier carrefour avec la montagne qui est plus au nord. Et tous ces bourgs donc sont connectés, les idées circulent, les marchandises circulent, les hommes circulent, et vous verrez que ce sera très important, parce qu'en fait le Haut-Var va être fortement intégré dans tout ce qui va se passer dans le Var et en Provence. Alors qu'est-ce que je pourrais aussi vous exposer? C'est que cette région, justement à la veille de 89, est en crise. En 1787-88, les hivers ont été extrêmement froids. Si froids que les oliviers, ils ont crevé. Il n'y a pratiquement plus d'oliviers, ce qui fait que bien sûr beaucoup de paysans ont d'énormes difficultés, en particulier les journaliers, qui travaillaient pour les ménagers par exemple, les propriétaires, et donc ces journaliers sont extrêmement mécontents, remuants, comme vous vous en doutez. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a une crise viticole. On va rappeler que quand même le sud, il y a des villes, pareil, souffert du gel. Qu'est-ce que vous avez aussi? Eh bien, vous avez une pénurie de matières premières, comme par exemple les céréales. Donc tout ça vous donne un pays en ébullition, et vous verrez que c'est évidemment excessivement important pour comprendre la suite. Alors, avant de démarrer, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Que Draguignan est la ville principale à l'époque, 6500 habitants. Que Barjol est un bourg extrêmement important à cette époque. C'est un chef-lieu de viguerie. C'est un lieu où vous avez une collégiale extrêmement puissante, sur laquelle je reviendrai, qui d'ailleurs exerce énormément son poids dans la région. Et donc, le fait qu'il y ait autant de bourgs va nous donner à cette population une mentalité plutôt citadine. C'est-à-dire donc, en fait, ils ne fonctionnent pas exactement comme des villages de paysans, par exemple des futures Basses-Alpes, ou même plus dans la Provence du Sud. Ils réfléchissent un peu comme des citadins. Ces paysans qui vivent en ville, enfin dans ces bourgs, sont mélangés avec des classes laborieuses non paysannes, parce que n'oubliez pas aussi, tous ces bourgs sont très pré-industriels. Il y a déjà les tanneries, des papeteries, il y a des fabricants de soie. Donc tout ceci est un mélange de population qui est guidé par une bourgeoisie extrêmement dynamique, et également, n'oublions pas, l'installation de loges maçonniques qui se sont développées à partir des années 80 dans cette région. Et donc par exemple, on trouve des loges maçonniques à Draguignan, à Brignoles, à Ops et à Barjol. Et donc tout ce monde bouillonne, et donc c'est bien dans cette ambiance-là que vous devez déjà vous sentir. Alors, démarrons donc, donc démarrons maintenant bien sûr le vif du sujet, avec donc ce que l'on a appelé l'année sans pareil. Enfin, c'est Louis-Sébastien Mercier, c'est une expression que l'on connaît tout à fait bien pour cette révolution et l'étude de 1789. Et donc, comme vous le voyez, ce sera pour le démarrage donc un premier point fort, c'est-à-dire la rédaction des cahiers de doléances et l'envoi de députés aux États généraux à Versailles. Alors, en effet, que se passe-t-il en France? Le roi Louis XVI a d'énormes problèmes. Je ne vais pas vous les raconter, on n'a pas le temps. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il a tellement de problèmes financiers qu'il ne trouve plus qu'une solution que lui a soufflé le ministre Necker, c'est de convoquer les États généraux. Et ceci, pas tellement pour leur demander leur avis, mais surtout pour obtenir les subsides dont il a besoin. Seulement pour faire passer la pilule, il propose donc bien sûr des cahiers de doléances, le protocole qu'on connaissait depuis 2 siècles auparavant, donc des cahiers de doléances et l'envoi de députés. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir? C'est que donc tout commence le 24 janvier, lorsque le roi va donc justement convoquer ces États généraux. Et donc, ces États généraux, en principe, ça doit être 3 assemblées qui représentent chacun des 3 ordres.
En principe, chacun de ces ordres doit discuter entre eux. Mais déjà là, nous voyons l'injustice absolument flagrante de cette société d'ordre, justement. Parce que les deux premiers sont les ordres privilégiés, qui ne représentent pas grand monde, et le tiers-État, dont je parlerai essentiellement, qui représente 98% de la population française. C'est dire que donc, là, on voit bien cette inégalité de fait. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ici, donc, vous avez la première page d'un cahier de doléances, j'y reviendrai amplement tout à l'heure, par exemple de Taverne, cahier donc présenté par des députés à l'Assemblée de la Sénéchaussée de Draguignan. Alors, expliquons ce que cela veut dire. Eh bien, justement, ici, lorsque, en janvier, le roi a convoqué les États généraux, il a découpé la Provence en 6 sénéchaussées, c'est-à-dire en 6 circonscriptions, si vous voulez, électives. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que notre futur Au-Var, qui se trouve à peu près ici, va se retrouver à cheval à 3 sénéchaussées. Un petit bout de la sénéchaussée d'Aix, vous verrez tout à l'heure quel village par exemple, un gros bond dans la sénéchaussée de Brignoles, plus Toulon, plus Hyères, c'est une sénéchaussée groupée, et la sénéchaussée de Draguignan, qui elle aussi, c'est la sénéchaussée de Draguignan, plus Grasse, plus Castellane. Donc vous voyez que c'est, nous on est vraiment, je dirais, au cœur de ces 3 sénéchaussées. Alors pour vous montrer aussi un peu les inégalités, la sénéchaussée d'Aix étant très peuplée, elle va envoyer directement Caillé et député à Versailles. Les 2 autres sénéchaussées, moins peuplées, vont le faire à 2 niveaux. C'est-à-dire que par exemple pour Barjol, on va déjà faire tous les cahiers, on va les amener à Brignoles. À Brignoles, on va faire une 2e réunion, et à Brignoles, on fera la réunion finale à Toulon. Donc vous voyez, là, c'est un petit peu plus complexe, mais bon, je pense que c'est peut-être pas la peine non plus d'insister trop là-dessus. Alors justement, voyons un peu la répartition par sénéchaussée. Vous remarquez que c'est toujours le même fond de carte, de 1788. Donc ce que vous avez ici... Oh, attendez, pardon. Encore un coup. Voilà. Donc ici, vous avez par exemple en rouge tout ce qui relève de la sénéchaussée d'Aix. Donc par exemple, si je regarde bien, par exemple Varage se retrouve dans cette sénéchaussée, ou encore Saint-Martin-de-Palière, ou encore bien sûr Briance, évidemment, ou encore Bruauriac, donc jusqu'à Quinçon, je ne parlerai pas de Quinçon, bon. Ensuite, en bleu, vous avez donc tout ce qui relève de la sénéchaussée de Draguignan. Donc par exemple, Salerne, Cotignac, Taverne. Donc vous voyez comme c'est quand même très rigolo. On a Varage ici, c'est une sénéchaussée. Taverne se retrouve dans une autre sénéchaussée. Et donc ceci jusqu'à Draguignan. Et vous avez donc la 3e sénéchaussée, celle qui relève de Brignon. Excusez-moi de t'interrompre, il y en a qui se demandent ce que je veux dire sénéchaussée. Alors, une sénéchaussée, c'est le nom de la circonscription. Tout simplement. C'est le nom que l'on donnait à l'époque à la circonscription, comme le nom. Là, c'est sénéchaussée. Du moins dans le sud. Parce que dans le nord, ce n'est pas la même chose. Donc, dans le sud de la carte, vous avez donc ce qui relève de la sénéchaussée, donc de Brignoles, Toulon, et là vous remarquerez de nouveau Barjol. Ce qui fait que, regardez, on est dans un mouchoir où en l'espace de quelques kilomètres, on relève chaque fois d'une autre sénéchaussée, et donc Barjol, Pontevès, jusqu'à Brignoles, Saint-Maximin, donc voilà ce qui relève de cette 3e sénéchaussée. Alors, justement, qui va se retrouver, comment va-t-on voter, plus précisément, dans ces sénéchaussées? Alors, d'abord, pour commencer, on va voter à partir de la communauté d'habitants. On réunit la communauté d'habitants. En principe, ce sont tous les chefs de famille qui ont plus de 25 ans, qui vont pouvoir être convoqués et justement donc parler des problèmes et rédiger ensemble le cahier. Alors ici, par exemple, le cahier de Taverne, vous avez des signatures. Alors c'est intéressant parce qu'on voit déjà des Aubert, on voit déjà des Rouvier. Vous voyez que les mêmes patronymes se retrouvent toujours. Là, vous avez justement le cahier de Régus, et c'est d'ailleurs le début du cahier. Ce sont tous les chefs de famille, sachant écrire, sous-signé à Régis. Et vous voyez d'ailleurs que c'est en mars 1789 que la plupart du temps, donc ces cahiers ont été rédigés. Alors justement, parlons de ces cahiers que j'ai essayé d'étudier le mieux possible, et en parlant très peu parce que c'est trop long. Bon.
Alors ici, justement, vous avez entouré les cahiers que l'on peut trouver. Alors où est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien, essentiellement, on les trouve dans les archives nationales, hein, où vous avez justement donc, ces cahiers recopiés que vous pouvez retravailler, hein, que vous trouvez assez facilement hein, sur Internet. Ensuite, donc, en bleu, vous avez les cahiers de Draguignan. Alors ça, c'est beaucoup plus sympa. Vous les trouvez directement en ligne sur le fonds départemental des archives du Var, et même avec le texte original, ce qui est donc évidemment tout à fait sympa hein, pour ceux qui ont envie un petit peu de se confondre tout ça. Et alors, vous remarquerez en vert, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, sauf ici à Brignoles. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que les cahiers de doléances de cette sénéchaussée-là ont disparu. Vous verrez la prochaine fois qu'en 1793, ça a énormément bardé dans la région, et plus précisément à Toulon, et donc que toutes les archives ont pratiquement disparu et ont brûlé. Donc on ne les a pas. La seule chose que l'on ait, c'est en fait ceci, c'est-à-dire le cahier de deuxième niveau. Vous vous rappelez, je vous ai raconté, d'abord il y a les communautés, puis après toutes les communautés se retrouvent à Brignoles, et le cahier de synthèse, on l'a retrouvé aux archives. Et donc on a juste ce cahier de synthèse qui nous raconte un peu ce que pensait hein, l'ensemble de ce morceau de sénéchaussée. Voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu le matériel dont on dispose. Alors que nous apprennent ces cahiers? Alors, deux citations. D'abord, je pense que tout le monde connaît Alexis de Tocqueville, avec donc évidemment la phrase célèbre, le testament de l'ancienne société française. C'est une évidence, grâce à ces cahiers, on comprend bien ce qu'était cette société d'Ancien Régime. Mais j'ai une petite préférence pour l'autre citation, celle de Michel Vauvel, que je tiens d'ailleurs à saluer, parce que vous savez peut-être, c'est un des plus grands historiens de la Révolution française tout court. C'est un des plus grands historiens de la Révolution provençale. Il est décédé il y a peu de temps. Et donc, c'est vrai que tout ce qu'il a écrit est absolument formidable, et je tenais aussi à y faire référence. Et donc, lui, il dit une société telle qu'elle se voit et qu'elle se rêve. J'avoue personnellement préférer cette citation, hein, parce que c'est vrai qu'elle nous projette véritablement dans l'avenir et dans la Révolution. Alors, à côté, vous avez la première page hein, des cahiers de doléances de Tourtour. Et donc, justement, comme je vous l'ai dit, sur Internet, vous pouvez trouver ces documents manuscrits. Alors, justement, voyons un petit peu ce que l'on y trouve. Alors d'abord, je pourrais peut-être parler des cahiers plus spécifiquement villageois. Vous avez en tête, hein, évidemment, de quel village on pourrait parler. Et là, par exemple, le cahier de Laverdière. Alors, c'est une estampille intéressante, parce que justement, elle nous résume tout. Elle nous résume tout, avec donc le tiers-état, absolument écrasé par les impôts, par les corvées, par la dîme, et écrasé par qui? Eh bien, les deux ordres privilégiés, c'est-à-dire la noblesse et le clergé. Donc, je trouve que cette image est tout à fait parlante, déjà, de tout ce qui se passe. Alors, pour eux, justement, ces paysans, eh ben, qu'est-ce qu'ils reprochent? Alors, d'abord, ils reprochent, bien sûr, beaucoup aux seigneurs. Ils reprochent les différents impôts qu'ils sont obligés de payer. Ils reprochent la justice, qui reste encore seigneuriale, et qui est donc évidemment profondément injuste. Maintenant, cela dit, quand je parle de seigneur, il faut faire très attention en Provence, et en particulier dans le Haut-Var. Car il ne faut pas s'imaginer que tous les seigneurs du Haut-Var sont des nobles. Loin de là. En fait, quand on regarde la propriété des terres, on s'aperçoit que beaucoup de seigneurs, ce sont des bourgeois, par exemple, et qui donc ont repris souvent à leur compte hein, ce qu'ils ont acheté. Et donc, vous verrez que ça devient un petit peu plus compliqué, parfois, que simplement taper sur les nobles. Et vous verrez d'ailleurs que ce sera très important dans l'ensemble de toute mon histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi dans ces cahiers? Eh bien, par exemple, j'ai des choses très intéressantes sur la communauté des habitants de cette époque, qui, en fait, se sont déjà pas mal émancipés en 1789. Et par exemple, dans les cahiers de doléances, on voit beaucoup d'allusions à des procès qu'ils ont faits à des nobles, souvent au XVIIe, au début du XVIIIe siècle, et où ils se sont battus, et souvent ils ont gagné ces procès. Et après, le seigneur est revenu dessus. Mais vous voyez que là, en fait, il y a énormément de rapports vindicatifs hein, entre cette communauté d'habitants qui se sont un peu sûrs d'elle, mine de rien, les seigneurs. Et donc, il faut aussi nuancer légèrement le misérabilisme que quelquefois on a tendance à entendre à l'échelle des cahiers de doléances de France. En Provence, c'est un petit peu différent. Alors ensuite, de quel thème on parle beaucoup? Dans la plupart des cahiers, on se plaint du bois. Le bois accaparait
très souvent aussi par le seigneur, et donc les paysans, ou même les habitants des villes, comme Hobbes par exemple, qui y consacre plusieurs articles, eh bien ils protestent sur cette omnipotence du seigneur sur le bois. Je pense aussi à la chasse. Par exemple, à Régus, mais aussi à Saint-Martin, aussi à la Verdière, le droit de chasse devrait être généralement permis, du moins à chacun dans ses domaines. Il est inconcevable que le gibier soit destructeur des semis et des jeunes arbres, principalement des oliviers. Dans toutes les communautés où la chasse est prohibée, et combien les domestiques des seigneurs, leurs chiens et leurs chasseurs font des dégâts ruineux. Pratiquement dans tous les cahiers, on retrouve cela. Ensuite aussi, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce que l'on appelle les banalités. Alors, qu'est-ce que c'est que les banalités? Ce sont des taxes. Des taxes qui sont liées à tout ce qui peut servir comme moyen de production commun. Et en particulier, je pense à tous les moulins. Et quand je pense à moulin, je pense à varage. Et par exemple, le cahier de varage, plusieurs articles protestent très violemment que le moulin à huile, ou les moulins à huile, sont extrêmement coûteux, et que les seigneurs, justement, abusent de ces taxes. Soyons très clairs, toutes les banalités ne sont pas payées aux nobles. Certaines banalités ont été rachetées par des communautés d'habitants, et en particulier des gros bourgs. Et donc très souvent, c'est contre ces municipalités des gros bourgs, comme on a un petit peu dire sur l'estomac, pour le paiement de ces banalités. Alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai insisté sur le fait que tous les seigneurs ne sont pas des nobles, que tous les nobles ne sont pas toujours les méchants. Je pourrais aussi dire qu'il y a plusieurs cahiers qui, curieusement, n'ont aucune critique contre les nobles. J'ai trouvé 3 cahiers qui, au contraire, sont extrêmement sympas. Je ne parle pas de celui de Bruoriac, où carrément il est super sympa, parce qu'il dit en une ligne et un article, on n'a rien à dire contre le seigneur Roux, tellement il est gentil. Ensuite, on a la Verdière, par exemple, peut-être que ce sont les Forbins. Cependant, comme il faut être vrai en tout, la communauté de la Verdière doit avouer ingénument qu'elle ne se plaint pas des vexations de son seigneur, qui est généralement aimé et respecté de ses vassaux. C'est sympa. Et alors, même Taverne, je pense donc évidemment à Taverne, face à son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Duc de Bourbon, Prince de Condé, auquel ils ont l'honneur d'appartenir, ils ne s'en plaignent pas, surtout à l'égard d'un seigneur qui n'a toujours fait que du bien à ses vassaux. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de partis pris ou de choses qu'on entend dire qui ici sont peut-être pas tout à fait exactes. Maintenant, cela dit, venons-en au haut clergé. Alors lui là, on n'est plus sympa du tout. Là, il faut être très clair, contre le haut clergé, alors là, les critiques sont absolument unanimes. Il y a un mot qui ne passe pas, c'est le mot dîme. Je vous rappelle, c'est un impôt que vous deviez payer au clergé. Bon, pas toujours 1/10 de la récolte, ça varie, mais bon, on va dire globalement 10. Et alors là aussi, vous allez retenir quelque chose d'important. Il y a le haut clergé et le bas clergé. Autant le haut clergé pas sympa du tout, autant le bas clergé, lui, a droit à toutes les sympathies de la population. Pourquoi? Parce que très souvent, il vit extrêmement mal, il est extrêmement mal rémunéré, vous avez tous entendu parler, je pense, de la fameuse portion congrue, et donc eux, il faut reconnaître, ils sont plutôt dans la sympathie des habitants. Donc là déjà, nous avons une première série, que je viens de vous résumer rapidement. Maintenant, si je rajoute les bourgs, les gros bourgs, genre Draguignan, donc Barjols, Saint-Maximin, et donc les mêmes villages en question, on trouve des aspirations communes à tout le monde. Et celles-ci sont donc très intéressantes, puisque Vauvel, ma société que je rêve, on aspire à des fondements nouveaux de la société. Donc là, j'irai très très vite, parce que ça, je pense que c'est quand même plus général. Donc on aspire bien sûr à la liberté. Alors, vous avez là, par exemple, 2 petits extraits, donc de la Verdière, village, comme Draguignan, le gros bourg, où on associe donc des libertés, que ce soit la liberté personnelle, les fameuses lettres de Péchet, ou la liberté de penser, par exemple, ton droit d'écrire ou pas d'écrire, de lire ou pas de lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi? Bien sûr, l'aspiration à l'égalité, ça c'est tout aussi évident. L'égalité, là je pourrais dire pratiquement tout, que ce soit donc l'égalité des impôts, l'égalité devant l'emploi, donc là aussi, je dirais l'égalité devant la justice, n'oublions pas, donc un même code civil, une même loi pour tout le monde. Donc tout ceci nous montre aussi cette aspiration à cette égalité de toute cette population. Et enfin, le troisième thème, ce serait qu'on a envie d'être représenté, que notre voix porte,
qu'on nous écoute. Je vois déjà quelques sourires. J'ai prévenu certains qu'il faut faire attention, c'est comme les films, hein, toute ressemblance avec hein, vous savez que l'histoire ne se couche jamais dans le même fleuve, mais là, bon, quand même, vous verrez que... Ah, bon, vous sourirez plus d'une fois. En tout cas, donc, la représentation nationale, et donc pareil, hein, que ce soit Varage, hein, donc, qui charge les 10 députés du tiers-État aux États généraux, hein, donc, de demander des choses, Brignol, Draguignan. Mais alors, ce que vous verrez qui est nouveau intéressant par rapport à notre région, c'est que ça... Oh, décidément, je suis désolée. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je fabrique? Voilà. Donc, d'un côté, vous avez ici, je dirais, à l'échelle de la nation, mais vous avez la plupart des cahiers qui ont toujours quelques petits articles pour la Provence. Où manifestement, cette Provence, ils y sont très attachés. Chaque fois, ils expliquent qu'en fait, entre les États généraux de Versailles et eux, il faudrait qu'il y ait les États de Provence, hein, où ils pourraient discuter, hein, peut-être en échelon. Hein. Et même, regardez, la sénéchaussée de Brignol, vous savez, le seul petit cahier qui reste en bas, hein, qui explique que toutes les dignités, emplois et charges et toutes sortes de places ne soient conférées qu'à des Provençaux. Hein. Donc vous voyez que là, quand même, on fait très couleur de code. Hein. Bon. Alors, cela dit, si on compare un petit peu tous ces cahiers, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont très similaires. Hein. La plupart du temps, on retrouve en gros la même chose. Et il faut dire que c'est bien étonnant. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des cahiers qui circulent, des modèles. Et donc, très souvent, ces modèles se baladent d'un village à l'autre, et puis on recopie. Par exemple, j'ai vu que Moissac et Régus, à pratiquement 3 mots près, c'est le même cahier. Déjà, ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a aussi un second point, c'est que très souvent, ces cahiers, ils sont rédigés par ceux qui savent écrire. Et qui sait écrire? Pas tant que ça dans le village, comme vous allez le voir. Et très souvent, c'est qui va prendre en charge? Eh bien, c'est les consuls de la municipalité. Et qui c'est eux qui vont rédiger. Hein? Et donc, évidemment, ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Et donc, ils sont dans la même loge. Vous parlez de la loge maçonnique. Donc, évidemment, tout ça fait que ces cahiers se retrouvent finalement toujours un peu les mêmes. Bon, on trouve quand même de temps en temps des petites originalités. J'aurais pu insister beaucoup pour vous faire rigoler, mais on n'a pas le temps. En tout cas, par exemple, le plus savoureux, c'est par exemple un cahier que j'ai retrouvé à Salerne, je ne sais plus où je suis, c'est pas grave, hein, donc à Salerne, parce que je suis à Salerne ici, où par exemple un monsieur, qui donne son nom, se plaint dans son cahier qu'il a eu des amendes extrêmement lourdes par son seigneur, parce qu'il allait chercher des truffes, hein, des truffes sur les défunts, et où donc justement, c'est pas normal qu'il soit allé chercher des truffes, et donc c'est pas normal qu'il dû payer l'amende. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a aussi? Beaucoup, par exemple, de remarques extrêmement particulières sur le fonctionnement économique de cette communauté. Varage, une fois de plus, qu'un cahier un peu original, se plaint, pour sa céramique, d'un traité qui avait été signé entre la France et l'Angleterre, qui faisait de la liberté d'échange. Et donc se plaignait parce qu'elle n'arrivait plus à écouler correctement sa production. Donc, vous avez ainsi de temps en temps... Ah, j'y suis, je l'ai retrouvé. Donc, quelques cas individuels, hein, je pourrais encore en raconter plein d'autres, bon, on verra peut-être plus tard. Donc, moralité, et j'insisterai pas assez, tous ces cahiers sont quand même rédigés toujours un peu par les mêmes personnes, qui sont donc les représentants de la bourgeoisie locale. Cette bourgeoisie locale qui mène le jeu, je le répète, parce qu'elle sait lire, écrire, parler. Souvent, c'est elle qui a le pouvoir, déjà le pouvoir économique, c'est elle qui, pour rappeler, possède une grande partie des terres. C'est elle qui possède ces fameuses manufactures dans lesquelles on travaille. Je vous ai dit tout à l'heure hein, que c'est une région très, très industrielle. Donc c'est eux qui très souvent ont la mainmise aussi sur les ouvriers, etc. Et alors il y a un dernier point qui serait... Ce sont des hommes de loi, très souvent, qui connaissent très bien les lois, donc on fait plus souvent appel à eux. Et alors un dernier point, très important, ils sont bilingues. Qu'est-ce que ça veut dire? Bilingue, c'est qu'ils savent parler français et provençal. Et ça, c'est un truchement super important. Parce que les paysans, ou les petites gens, savent parler que provençal. Les nobles, pratiquement tous, ont négligé le provençal, sauf s'ils ont une nourrice un peu sympa. Et donc, ce sont les bourgeois qui, en fait, hein, peuvent faire jouer ces intermédiaires. Et vous verrez d'ailleurs qu'ils en profiteront. Alors, j'ai déjà explosé mon temps. Alors, derrière ces cahiers, quel est donc l'état d'esprit? Alors, déjà un premier point extrêmement important, pratiquement aucune remise en cause du roi. Alors, là, c'est un point divergent.
important. Donc, aucune remise en point de droit. Donc, par exemple, sur le cahier de Draguignan, donc on est pénétré de reconnaissance envers un monarque qui restitue à la nation tous ses droits, qui tend une main secourable aux tiers états, qui s'environne de ses enfants pour écouter les plaintes et les rendre heureux. Donc vous voyez, à peu près dans tous les cahiers, vous avez des phrases de ce type. Je commence un peu à couper. Mais derrière ça, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ces cahiers et cette apparente unanimité, eh bien, vous avez énormément de violence et d'agitation. Dans le même mois de la rédaction de ces états généraux, souvent la même semaine, voire le même jour, vous avez de très violentes émeutes qui vont exploser. Alors, sur cette carte, très rapidement, vous voyez déjà un peu... Vous avez donc ici les 3 jours, vous avez ces poussées extrêmement violentes, qui d'ailleurs viennent d'ailleurs, comme vous le remarquerez. C'est un flux qui a commencé à Aix, qui remonte de Toulon et qui va retrouver un terrain extrêmement favorable. Alors justement, ces agitations, qui sont dans la rue? Eh bien, qui sont dans la rue, c'est ceux qui n'étaient pas toujours là dans les communautés de village pour aller discuter. Pourquoi ils n'allaient pas discuter? Eh bien, parce que soit ils n'avaient pas 25 ans, soit parce que c'était des femmes, des hommes, soit parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire, donc ils sont dit pas la peine qu'on y aille, ou encore, de toute façon, c'est le bourgeois qui va causer, alors pourquoi est-ce qu'on irait? Autrement dit, c'est dans la rue qu'on va expliquer ce qui se passe. Non, non, arrête, Colette. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Des paysans, des manœuvriers, des petits artisans, donc des femmes, j'insiste. Et donc, très peu, en fait, l'un ou l'autre petit avocat qui se promène. Alors, par exemple, à Saint-Maximin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait des perquisitions chez les particuliers, en menaçant d'égorger tous ceux chez qui on trouverait des grains. On attaque, par exemple, le couvent des Ursulines. On attaque aussi les municipalités ou des bourgeois à Brignoles, à Saint-Maximin, à Salerne. Donc, par exemple, à Brignoles, on attaque la maison du directeur des tanneurs. On attaque la municipalité qui demande des impôts sur le droit des cuirs. À Ops, pareil, c'est plutôt contre la municipalité qu'on en a. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on relève un seul mort dans le coin, c'est à Ops, où donc c'est un noble qui s'appelle Brouilloni de Montferrat, qui donc avait refusé de signer les cahiers de doléances. Lorsqu'on est venu les lui apporter pour l'obliger à le signer, il a sorti le fusil, il a commencé à tirer. Bon, ils ne l'ont pas loupé. Ils l'ont tué, ils l'ont traîné dans la rue. Bref, je ne vous fais pas un dessin. Alors on commence évidemment à s'inquiéter un peu de toute cette agitation. Donc dans les villes, on va commencer à organiser des gardes pour essayer, municipales, pour essayer de se défendre contre cette population un peu trop énervée. Donc par exemple le maire de l'époque qui s'appelle Trucy, dont je reparlerai, d'ailleurs un ancêtre du sénateur du Var, entre parenthèses. Donc bref, il organise une garde nationale pour mettre de l'ordre. On appelle l'armée. On s'inquiète tellement que finalement donc on va de force remettre de l'ordre là-dedans, on va arrêter les plus excités, on va en condamner à mort plusieurs, 2 seront exécutés, voilà donc un peu toute cette histoire. Alors, en dehors donc de cette ambiance, rappelez-vous donc qu'on a élu un certain nombre de députés qui vont partir à Versailles. Donc là, je ne vous ai pas bien sûr fait la kyrielle de tous les députés. Vous vous rappelez qu'on relève de 3 sénéchaussées. Alors je vous en retiendrai simplement 2, 3. Alors au clergé, c'est, j'allais presque dire, le vainqueur de l'étape, c'est le curé de Barjol, qui donc a été élu donc comme membre du clergé, j'en reparlerai, il s'appelle Montjalard. Bon, l'avocat de Brignoles, il va passer très vite à la trappe, on n'en entendra pas beaucoup parler. Par contre, le député qui est issu de Saint-Maximin, qui s'appelle Gabriel Ricard de Séalt, alors celui-ci, je vous en parlerai beaucoup, parce que justement, ça va être un des grands acteurs de notre histoire du Haut-Var et de la Révolution, on le rencontrera pratiquement jusqu'au bout. Le de Séalt suggère que monsieur, du tiers-état bourgeois, possède quelques petites seigneuries, mais bon, il n'en fait pas beaucoup de publicité à cette époque-là, il est un petit peu discret. En tout cas, nous voilà prêts pour le déclenchement de la Révolution. Vous avez donc devant vous la gravure extrêmement connue de l'ouverture des États généraux. Donc je n'utilise jamais l'axe des temps quasiment, mais c'est vous qui vous repérez, comme ça vous savez à peu près où vous en êtes.
Hein. Donc c'est le 5 mai que le roi, hein, là-bas au fond, hein, reçoit donc ces 3 ordres. Alors ceux qui vont nous intéresser essentiellement, c'est ceux-là. Hein. Bon là vous avez l'ordre de la noblesse, ici c'est l'ordre du clergé. Et là, le tiers-état, hein, c'est eux qui m'intéressent, hein, très remuants, vous voyez, ils sont très remuants, hein, les nôtres ils sont dedans quelque part, hein, et donc ils entendent bien hein, discuter de ce que l'on pourrait bien faire. Et d'ailleurs, vous verrez qu'en 6 semaines, les choses vont basculer, hein, et on va être en plein dans la Révolution. Donc je parlais de mon Gabriel Ricard, de Saint-Maximin, qui donc sera un acteur de tous les événements que je ne vous raconte pas du tout, qui donc sont, lorsque les États généraux vont se proclamer, du moins le tiers-État dans un premier temps, Assemblée nationale, que ensuite, ça je pense que tout le monde connaît quand même, ils se réunissent dans la salle du jeu de paume pour prêter serment, hein, prétend qu'ils ne se quitteront pas avant d'avoir donné une constitution à la France. Donc là aussi, hein, il est au premier rang. Et surtout, plus intéressant, il sera choisi parmi tous ces députés pour faire partie de ceux qui rédigeront la future constitution. Donc voilà quand même un homme clé, je suis sûre que vous n'avez pas entendu parler, même s'il s'appelle Ricard, hein, et qui donc fait partie, est un des acteurs de notre histoire. Alors juste histoire de vous apprendre un peu plus de choses, voilà un autre Varois qui a vécu quelques années à Draguignan, il est né à Fréjus, qui lui aussi va jouer sa partie, mais pas dans le Haut-Var, donc je ne l'évoquerai plus beaucoup, c'est l'abbé Sieyès. Alors je pense que tout le monde en a entendu parler, parce que c'est lui qui a écrit hein, ce fameux fascicule hein, où il essaye d'expliquer ce qu'est le tiers-État, qu'il est tout, qu'il est rien plutôt d'ailleurs, entre parenthèses, hein, et qu'est-ce qu'il veut? Ben, veut tout. Hein. Et donc justement, dans cette première page, eh bien, il explique en fait, en gros, le programme de ce qui va se passer. Bien sûr, je peux en parler pendant un quart d'heure, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, les événements se bousculent. Et donc, par exemple, vous voyez sur mon axe des temps, qu'arrive bien sûr mon fameux 14 juillet. Vous allez me dire, dans le Haut-Var, le 14 juillet, bon, vous n'avez pas tort. N'empêche que pourquoi je vous ai montré cette assiette? Cette assiette, on retrouve une collection gigantesque au musée Carnavalet à Paris d'assiettes, qui justement raconte toute l'histoire de la Révolution française. C'est absolument super passionnant. Et donc, tous les faïenciers et autres céramistes ont utilisé ce thème de la Révolution pour décorer leurs assiettes. Alors maintenant, j'en ai pas trouvé à Barrage, dommage, mais pourquoi pas, rêvons peut-être, hein, que Barrage aussi, l'un ou l'autre, a pu faire cette propagande par les assiettes. Et donc, propagande par les assiettes, vous n'avez pas besoin de savoir lire et écrire pour voir que le peuple de Paris a pris. Ah bah si. Alors pourtant, j'ai un petit Bavarois qui se balade dans le coin, qui est en train d'assister aux événements, mais pour le moment, on s'en fout un peu, vous allez voir que ce ne sera plus le cas. Il s'appelle Jean-Paul de Barras. Vous connaissez peut-être, j'en reparlerai longuement plus tard. C'est un petit noblion qui est né à Fox-en-Foux, hein, qui pour le moment est démobilisé de la guerre, qui est à Paris, qui voit tout ça, mais pour le moment, il n'est pas encore trop concerné, mais vous verrez, on le rencontrera plus tard. En tout cas, ce qui est important, ce n'est pas tellement la prise de la Bastille pour nous, c'est surtout ses répercussions. Et ces répercussions, ce sont des fake news. Alors, la fake news, à l'époque, ça marche. Je dirais même que ça marche très très bien, parce que vous avez des rumeurs qui partent de partout. Le roi a payé des mercenaires pour venir égorger tous les braves paysans. Il y a toute l'armée qui s'est révoltée, qui va partir dans tous les villages pour mettre de l'ordre. Bref, il va y avoir un espèce de mouvement de panique qui va se développer, et donc, c'est ce que l'on a appelé la Grande Peur. Cette Grande Peur, nous avons donc justement ici une carte générale, très connue aussi, hein, Georges Lefebvre, c'est lui qui l'a dessinée. Alors, ce qui est donc justement très intéressant, c'est donc en fait, pensez hein, de colporteur à colporteur, de promeneur en promeneur, toutes ces histoires fausses se propagent, descendent donc ici à la vallée du Rhône, arrivent à Aix le 30 juillet, et vont donc, vous voyez très très bien hein, cette petite courbe qui va aller du côté du Haut-Var, aller empoisonner hein, les nouvelles. Et donc sur cette carte que j'ai piquée justement à un bouquin de Michel Beauvel, vous voyez peut-être pas très bien, mais vous voyez quand même ici hein, que nous sommes un des cœurs justement de cette grande peur. Par exemple, Tretz, bon, je dis personne, le 2 août, Saint-Maximin, le 2 août, Barjol, le 4 août, Salerne, le 4 août. Vous voyez comme ça se propage, hein, et que d'un village à l'autre, on raconte qu'on va se faire massacrer. Donc, il faut qu'on défende l'Assemblée nationale. Donc, vous imaginez que finalement, le Haut-Var, eh ben, il participe à toutes
cette histoire. Où je suis? Non, je suis déjà partie parce que je commence à couper. Voilà. Donc, conséquence, c'est qui a surtout peur? Eh bien, c'est ceux qui possèdent. Les nobles, les bourgeois, et puis ils se disent, donc, j'oubliais de vous commenter quelque chose, c'est que ces paysans ne restent pas inactifs. Ils attaquent des châteaux, ils attaquent des terriers, où se trouvent peut-être certaines pièces qui prouvent que le Seigneur a des droits sur eux. Donc tout ça fait énormément peur. Et finalement, donc, à l'Assemblée nationale, on décide, dans la fameuse nuit du 4 août, dont vous avez certainement tous entendu parler, et qui sera concrétisée donc, par des lois du 11 août, on décide d'abolir les privilèges. Je dis par peur, je suis un peu mauvaise langue, parce que c'est aussi par conviction. Il y a quand même aussi un certain nombre de ces députés, souvent francs-maçons, ou surtout du club qui commence à émerger, qui s'appelle le club breton, et qui, justement, parle donc, des droits à l'égalité. Et donc, finalement, comme un seul homme, tout le monde va voter donc l'abolition des privilèges. Et puis, pendant qu'on y est, on abolit aussi les corporations, on abolit aussi les privilèges des villes, et on abolit aussi les privilèges des provinces. Et c'est ainsi que la Provence va perdre ses particularismes. Alors bien sûr, Gabriel Ricard, aujourd'hui, a promis qu'il allait retourner en Provence pour demander l'avis des gens. Puis après, finalement, il a oublié, il n'avait pas le temps, et donc ça s'est fait tout seul. La Provence a perdu ses particularismes, et donc maintenant, dans le royaume, comme les autres provinces. Alors, c'est donc évidemment suivi quelques semaines d'après par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous reconnaissez tous, bien sûr, donc, la fameuse céramique de la place de la Révolution à Barjol. Et donc, je ne vais pas vous raconter, et je vais surtout insister que c'est une rupture historique. Parce que c'est finalement donc la rédaction juridique de tous ces rêves, de toutes ces aspirations dont je viens de vous parler. Et donc maintenant, c'est plus comme avant. Et le pouvoir, c'est plus Dieu, c'est plus le roi, c'est le peuple. Ou du moins, attention à la nuance, la nation. Et donc, c'est ainsi que nous allons voir que maintenant, la Révolution. Je dirais que la Révolution, elle n'est pas faite, mais disons qu'on est en plein dedans. Alors, on va donc essayer de voir très rapidement quelles ont été les différentes réformes qui vont donc créer cette France nouvelle issue de ce bouleversement révolutionnaire de 1789. Alors là aussi, je pourrais la des heures. J'ai décidé de choisir 4 réformes que vous avez en haut avec des petites étoiles et que je vais donc au fur et à mesure vous commenter. Alors, première réforme importante, une nouvelle organisation du territoire. Autrement dit, ici, cette petite étoile-là, et c'est donc avec cette petite étoile que nous voyons la création du Var. Je veux donc évoquer, bien sûr, nouvelle organisation du territoire, c'est que tout le territoire soit uniforme, c'est-à-dire égalitaire dans l'organisation du territoire, c'est la création des départements. Donc cette histoire, elle a été très très vite lancée, d'ailleurs déjà septembre 89, où un député avait même proposé de découper la France de façon carrée, comme ça, vous aviez vraiment un véritable damier, où en principe ils étaient alors tous pareils. Là c'était de l'égalitarisme. Bon, c'est vite aperçu que ça ne collait pas très vite, très bien, mais on a quand même un petit peu aménagé. Alors avant de passer à la diapo suivante, le deuxième principe, c'est que justement, cette nouvelle circonscription, le département, doit justement être le cadre de la souveraineté du peuple. Alors voilà, notre Var qui naît. Donc ce Var qui a 7300 km², il est un petit peu plus grand que les autres départements. Vous remarquerez donc que notre ancienne Provence est maintenant coupée en 3 départements, j'insiste. Donc le Var, les Basses-Alpes, vous savez qu'aujourd'hui ils n'aiment pas Basse, et les Bouches-du-Rhône. Alors à l'époque ici, les Bouches-du-Rhône avaient encore les terres papales, le problème n'était pas réglé du comtat vénissin, future Vaucluse, et ici, rappelez-vous que le Var à l'époque était le bien nommé parce qu'il y avait le fleuve du Var, qui était la frontière, comme vous le savez, à la fois d'ailleurs politique, mais aussi linguistique. Et donc ici, vous avez le comté de Nice, qui n'était pas la France à l'époque, puisqu'il appartenait, le comté de Nice, oui, j'insiste, qui appartenait donc aux États sardes, de Sardaigne. Donc que 3 départements. Et ce sera qu'en 93, avec les premières conquêtes de la Révolution, que nous passerons à 5. Donc,
c'est fait. Alors, ce département du Var, qui donc, j'oubliais de le dire, c'est très important, comme il s'arrêtait jusqu'au Var, ça veut dire que grâce, après Fréjus, vous voyez tout ce bout-là, hein, qui sont maintenant les Alpes-Maritimes, ben, grâce à Saint-Paul-de-Vence, toute cette zone appartenait au Var. Vous verrez, c'est important, parce que de temps en temps, ils paraîtront dans mon histoire, grâce surtout. Donc, j'insiste, le Var est divisé donc en 9 districts. Donc ici, par exemple, donc, hein, le district de Barjol. D'ailleurs, on trouvait que 9, c'était trop, on n'en voulait que 4. Et Barjol a particulièrement protesté. Parce que Barjol, vous vous rappelez, avant, c'était une importante région. Hein, en particulier, vous aviez un chef-lieu de Vigerie, donc Vigry. Donc il va insister très fort pour garder son district. Et donc finalement, nous aurons 9 districts. Alors, très important aussi à discuter, quel chef-lieu? Le chef-lieu logique, c'est Draguignan. Pourquoi il est logique? Tout simplement à cause de sa situation. Il est en plein milieu. Et les textes ont bien dit qu'un chef-lieu devait être à aller-retour à une journée de cheval. Tout comme d'ailleurs, en principe, le gabarit d'un département, c'est on peut le traverser en une journée de cheval. Donc là, vous voyez, impec. Seulement, c'était sans compter sur le poids de Toulon, qui est beaucoup plus important que Draguignan. Et finalement, eh ben, c'est Toulon, malgré sa position complètement excentrée, qui deviendra, pour le moment, j'insiste, pour le moment, le chef-lieu hein, donc, de ce nouveau département. Deuxième réforme, très importante aussi, c'est la réforme communale. Elle avait d'ailleurs anticipé le département, mais je trouvais que les départements, c'était plus important de discuter là-dessus. Alors là aussi, c'est très important, parce qu'en France, vous aviez tout et n'importe quoi au niveau des municipalités, des paroisses, des communautés d'habitants, hein, etc., etc. Hein. Et donc maintenant, tout ça, on veut légaliser. Toutes les communes de France seront identiques, gérées de la même manière, avec les mêmes droits, et bien sûr, on le dit trop souvent, les mêmes devoirs. Alors, justement, qu'est-ce qu'on pourrait juste retenir extrêmement rapidement hein, c'est que ce qui est déjà extrêmement important, c'est que maintenant les citoyens, les institutions communales sont élues. Auparavant, hein, c'était toujours plus ou moins des tractations, hein, c'était toujours assez confus, c'est toujours les mêmes qui devenaient hein, les chefs de la municipalité. Je vous rappelle que chez nous, c'était les consuls hein, qui étaient à la tête des municipalités. Donc maintenant, premier point important, ils sont élus. Alors attention, gros problème, tout le monde n'a pas le droit d'élire. Nous avons ce qu'on appelle des citoyens actifs et nous avons ce que nous avons des citoyens passifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un citoyen actif? Il faut avoir 25 ans, il faut avoir payé un impôt au moins égal à 3 journées de travail. C'est plutôt bas, je tiens à vous le signaler, on fera bien pire plus tard. Donc c'est encore relativement sympa. Bon, ça fait à peu près un peu plus de la moitié quand même du corps actif plus passif. Mais je vous relève, il n'y a pas les femmes, ça j'allais presque dire c'est normal, les domestiques, et donc les gens qui ne travaillent pas. Donc ça fait quand même, mine de rien, du monde. Alors évidemment on trouve très peu de documents locaux, donc là je vous ai balancé une carte parisienne. Bon, ça fera même effet, hein, c'est une carte de citoyen actif. Alors qu'est-ce qu'on élit? Eh bien le deuxième grand principe, c'est qu'il y a une rotation extrêmement rapide à l'époque des institutions municipales. D'abord, elle fonctionne en collège. Le maire est élu pour 2 ans. Les officiers municipalités de la municipalité sont élus pour 2 ans et renouvelables chaque année. Autrement dit, on n'a pas le temps de s'installer dans le pouvoir. Et d'ailleurs, ici, un texte précise hein, qu'on reconnaîtra hein, le maire à son écharpe bleu, blanc, rouge, avec d'ailleurs les blancs et autres petites franges dorées. Hein, tout est tout à fait bien expliqué. Allez, on va avancer. Ah oui, donc, les élections vont avoir lieu en février 1790, grâce à ce système que je viens de vous exposer. Donc, on n'arrive pas à trouver les maires de tout le monde, hein, enfin, en tout cas pas en allant dormir, sauf aller dormir aux archèques de Draguignan. En tout cas, j'ai trouvé celle de Barjol. Intéressant, de nouveau au niveau des noms, hein, vous avez remarqué, on n'a pas tellement changé. Hein. Donc, Joseph Aubert, Joseph Bachier, pardon, dont je reparlerai parce que les Bachiers, on va les retrouver, hein, ce seront des hommes clés hein, de l'histoire de Barjol.
Et donc, la plupart du temps, sûrement, ce sont tous des membres de la bourgeoisie, hommes de loi en particulier. Alors, je les reconnais aussi ici, sur une gouache que j'évoquerai d'ailleurs souvent, qui est très connue dans certains lieux sueurs. Et là, vous avez justement ici l'équipe municipale, le maire et ses adjoints. Oui, alors donc, une fois que toutes les élections ont eu lieu, on décide aussi que l'union fait la force, et donc on va se retrouver à Brignoles, quelques mois plus tard, oui, pour créer un pacte fédératif, où toutes les communes se proposent de s'entraider mutuellement, si jamais les acquis de la Révolution devaient être menacés, et donc ainsi se défendre contre d'éventuels ennemis. Alors, troisième point, je vais de plus en plus vite, c'est, la Constitution. Vous vous rappelez que ça fait 2 ans maintenant qu'on l'attend, puisque c'est dès le serment du jeu de paume qu'on avait décidé de la faire. Gabriel Ricard, ça fait 2 ans qu'il bosse, vous vous rappelez, notre Saint-Maximin. Et toujours mon assiette, qui fait de la propagande pour qu'est cette nouvelle Constitution. Alors je ne vais pas vous la raconter, parce que c'est pas le sujet, mais n'empêche, je peux quand même vous donner un peu le principe. Vous remarquerez sur cette assiette le slogan de cette monarchie constitutionnelle. La nation, la loi, le roi. Déjà, le roi est en 3e, ça va remarquer. Toujours là, mais bon, c'est le 3e. Il a un droit extrêmement important, comme vous verrez, bien embêtant, c'est le droit de veto. Il faut aussi reconnaître qu'à ce moment-là, en 91, il n'est plus du tout populaire, j'y reviendrai, parce qu'il a voulu fuir, parce qu'il se sentait un peu coincé, vous avez peut-être entendu parler de la fuite de Varennes. Bon, pour des raisons un peu obscures de la bourgeoisie, on a préféré le garder. Et donc, en fait, il va devenir quand même roi, même si on ne lui fait plus du tout confiance. Sinon, vous remarquerez au début, la nation, super important, mais attention, la nation, pas le peuple. Parce que nous parlons bien de souveraineté nationale et pas de souveraineté populaire. Et la souveraineté nationale, elle est représentée par ces citoyens actifs dont je vous ai parlé, qui vont élire des représentants, la démocratie représentative, je vois qu'il y en a un qui suit, et donc la souveraineté de la nation, important. Et la loi, l'égalité dont j'évoquais tout à l'heure, l'importance, une même loi pour tous. Je crois que c'est tout ce que je préfère. Alors, tiens le A, je sais pas où. Donc, tout ça nous permet donc d'élire l'Assemblée qui va faire donc exercer ce pouvoir de la nation à côté du roi, voire un peu au-dessus, donc l'Assemblée législative. Alors une Assemblée législative où je vous ai donc présenté, eh bien, je dirais une belle représentation du Haut-Var. Parce que mine de rien, vous remarquerez qu'il y a 8 députés du Var, plus 3 suppléants, et j'en ai quand même 5 du Haut-Var. Avec un Var, vous vous rappelez, littoral, quand même important, je trouve que c'est pas mal pour mon Haut-Var. Alors ça, c'est donc l'Assemblée législative. En gros, je vous explique. Ça, c'est les partisans du roi, ce qu'on appelait les feuillards. Ça, c'est ceux qui ne veulent plus du roi, qui sont républicains. Eux, ils ont compris, ils n'en veulent plus. Et au milieu, bon, c'est sympa, la plaine, le marais, enfin des gens qui vont, peut-être, bon, qui sont moins nettement marqués. Alors j'ai un premier monsieur, qui s'appelle Thomas Philibert, on n'en parlera plus, ou très peu. Qui donc vient de Saint-Julien et qui habite à Brignoles. Lui, donc, c'est plutôt encore pour le roi. Ensuite, j'ai un Jean-François Poitvin de Barjol. Celui-là, j'en reparlerai. D'ailleurs, il a fait partie de la commission qui a créé le Var. C'est lui qui a discuté véritablement des frontières du Var. Alors là, j'ai coupé des trucs un peu, tant pis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc lui, il ferait partie du Marais, plutôt. Et un certain Honoré Murer aussi, qui lui aussi a un peu tout fait. Vous verrez, il est intéressant ce personnage. Il est de Draguignan. Alors déjà, il était consul de Draguignan, du temps où il n'y avait pas le roi. Après, il a été député du tiers-état pour les états généraux, pour représenter, parce qu'après, il n'y a plus le roi. Après, vous verrez qu'il fait plein de trucs. Enfin, c'est un monsieur qui a le sens du vent. Ensuite, on a 2 autres, qui s'appellent Jean-Louis Roubaud. Alors lui, il est né à Tours, il est d'Ops, c'est le maire d'Ops. Maximin Isnard, il est né à Grasse, mais il est de Draguignan. Alors ces 2-là, par contre, j'en parlais beaucoup. Et surtout d'un, Maximin Isnard. Il est rouge. Alors voilà, pour ça, ils sont rouges, puisque ce sont des républicains. Et donc vous verrez d'ailleurs que ce sont eux qui vont faire marcher, avancer les choses.
Je vais passer sur, j'ai pas le temps, hein, sur François Renoir. Bon, je sais que c'est une idole à Brignoles, hein, vous avez plein de places, Renoir, c'est l'homme très connu, hein, je n'ai pas le temps. Cela dit, lui, il serait plutôt rouge aussi à cette époque-là, hein, c'est aussi un homme de loi, il sera un grand écrivain, hein, il fait partie des suppléants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces députés? Donc c'est la dernière loi, qui est super importante, parce qu'en Provence, c'est quelque chose d'important quand on parle de religion. Et en particulier, donc, la dernière loi, c'est sur premier pas vers la laïcité. Alors, la laïcité, ben justement, le problème de la religion, je vous le rappelle, on a trouvé quand même déjà dès les cahiers de doléances. Hein. Si je reprends par exemple le cahier de Taverne, je vous résume ce texte. En fait, il se plaint amèrement de la collégienne de Barjol, hein, qui donc, j'allais dire, tombe littéralement les habitants de Taverne et d'ailleurs d'autres communes autour. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'on supprime la collégiale, qu'on supprime les dîmes, bref, ils en ont marre de payer. Tour-tour, pareil. Sauf qu'à tour-tour, on est gentil. Parce que, pour vous rappeler, le haut clergé, personne n'en entend parler, les collégiales non plus, rien du tout. Mais par contre, les braves curés, les braves vicaires, eux, il faut qu'on les aide. Et donc, eux, par contre, ils demanderaient à ce que quand même on entretienne encore ce clergé pour qu'il puisse vivre. Retenez, c'est important. Alors justement, ce clergé, bah, décidément, on en a beaucoup contre. Donc, cette fameuse nuit du 4 août, on a supprimé la dîme, j'y reviens pas. Entre-temps, d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, je vous signale, proclame la liberté de culte. Ensuite, le 2 novembre, un certain Talleyrand, bon, on ne le concerne pas, mais c'est pas grave, va donc demander la confiscation du bien du clergé. Je vous signale d'ailleurs que le cahier de Brignoles demandait à ce que les biens du clergé soient à la disposition de la nation. Vous voyez que c'est aussi une suite du cahier de doléances. Après, on va un petit peu plus loin, le 13 février 1790, on supprime les ordres monastiques. Or ici, je vous rappelle, il y en avait beaucoup. Hein, comme je vous l'ai expliqué, il y avait des collégiales, il y avait donc un certain nombre d'abbayes, hein, et donc de chapitres, hein, de cathédrales et autres églises, je ne sais plus où je suis de nouveau. Hein, et donc on va de nouveau, on va donc voir disparaître hein, donc, une bonne dizaine hein, de toutes ces institutions dans la région. Et très vite, d'ailleurs, on va s'en occuper, puisque le couvent royal de Saint-Maximin va être très vite visité et pillé par les habitants. Je vous rappelle que les carmes de Barjol, ils sont déjà fermés. Hein, ils ne sont plus là, ils sont fermés avant la Révolution. Hein, je tiens à vous le rappeler, c'est souvent une erreur qu'on commet ici. Et par exemple, la Sainte-Baume aussi a été fermée. Et tout ça, donc, par la suite, sera vendu comme biens nationaux. Voilà, donc couvent royal de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, hein, pour vous donner des exemples hein, de la disparition hein, donc de ces institutions religieuses. Alors aussi, on a remodelé bien sûr la géographie ecclésiastique. Avant, vous remarquerez que la région était divisée donc en 3 évêchés, celui d'Aix, celui de Riez, celui de Fréjus, ceux que ça intéresse, ils regardent hein, où ils se trouvent. Et donc, on enlève tout ça, et il n'y aura plus qu'un évêché qui va siéger à Fréjus. Alors justement, il faut réorganiser tout ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le 12 juillet 1790, eh bien, on va réorganiser en créant ce que l'on a appelé la constitution civile du clergé. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une loi que d'ailleurs Louis XVI n'a pas acceptée dans un premier temps. Hein, il a préféré freiner des cas de fer pour ne pas la signer, on a été obligé. Tous les députés par contre du Haut-Var, vous allez le voir, ils n'aiment pas beaucoup hein, le clergé, vont tous signer cette loi. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on crée d'abord une nouvelle église, qu'on appellera l'église constitutionnelle. Que tous les membres de cette église vont donc être salariés par l'État et ne relèveront pas du pape. Donc faites attention, vous remarquerez qu'il n'y a pas encore de séparation de l'église et de l'État. Donc ce n'est pas encore vraiment la laïcité telle que nous la concevons aujourd'hui. On dirait que c'est un petit pas, hein, et commence. Alors que le clergé, il doit prêter serment. Ça, par contre, c'est important. Vous voyez, les fameuses assiettes. Hein, j'ai bien aimé les assiettes, pour ça je les balance tout le temps. Hein, donc, il jure hein, donc, de prêter serment hein, donc, à la nation d'abord, au roi ensuite, au roi, hein, et donc de servir, en fait, la nation. Et puis ceux qui refusent, eh bien, balancer. Et comment va-t-on renouveler à ce moment-là le clergé? Alors ça, c'est super important. Les paroissiens seront chargés de les élire. On va donc faire entrer le procédé, le protocole de l'élection. Alors, comment ça se passe dans le Var? Ben, vous remarquez
remarquerez, oh zut, pardon, désolé, que nous, eh ben, on est très clair. On est dans ceux qui sont les plus favorables à cette loi. Et donc, en fait, plus de 96% du clergé provençal va accepter de jurer, au début, de jurer sur la Constitution. Donc, ça explose, bien sûr, vous avez remarqué, par rapport à la moyenne nationale. Ce qui fait donc que je pourrais vous dire, tout le monde a juré. J'ai quand même trouvé que, par exemple, le curé de Gina-Serville, il a refusé de signer, de jurer. Autrement dit, il a été viré. Et ce sont des électeurs qui l'ont élu nouveau curé. Et alors, il y a un village où on a refusé, et donc on a été obligé de se cacher, de partir. Ce sont les prêtres de Laverdière, qui donc, unanimement, ont refusé de voter. Alors pourquoi ces 96%? On pourrait se poser la question. D'abord, parce que le bas clergé, pour rappeler, on l'aime bien. Vous vous rappelez, dans beaucoup de cahiers de doléances, on voyait justement qu'on les trouvait sympas, que souvent ils étaient là pour quelque chose, qu'ils aidaient les pauvres. Et rappelez-vous d'ailleurs, c'est un petit curé de Barjol qui est devenu député dans Montjalard. Ensuite aussi, il faut être très clair, le procédé d'élection, du moins que les paroissiens ont accepté leur curé, ça fait penser un peu à la pureté de l'Église. Je vous rappelle qu'il fut un temps où beaucoup de Provençaux étaient plutôt jansénistes, c'est-à-dire des catholiques qui avaient envie de revenir un peu à l'Église primitive. Donc ça leur plaît bien aussi, ce côté un peu retour aux sources. Et surtout, ce qui est important, et ça Michel Vauvel d'ailleurs a fait sa thèse là-dessus, c'est que la Provence est déjà un petit peu déchristianisée avant même la Révolution française. Par exemple avec les loges maçonniques dont j'ai parlé, des confréries plus laïques que autre chose, des testaments qui oublient maintenant fréquemment l'Église. Donc tout ça montre quand même que finalement les Varois sont plutôt dans ce processus. Alors par contre, qui a refusé? C'est les évêques, c'est logique. Alors je rappelle que l'évêque d'Aix, par exemple, Monseigneur de Boisgelin, vous ne visez personne, bien sûr, donc Monseigneur de Boisgelin refuse de prêter serment, va donc partir en exil, il va aller au comté de Nice, pas très loin, et donc il va falloir élire un nouvel évêque, puisque celui-là est parti. Alors d'abord, d'ailleurs, on avait élu l'ancien prieur du couvent de Saint-Maximin, Écardy, ça fait, je crois. Ouais. Mais lui, prudent, il refuse. Et donc finalement, c'est un curé de Solliès-Pont, si ma mémoire est bonne, s'appelle donc Jean-Joseph Grégoire, non c'est Solliès-Farel, qui va donc être élu évêque constitutionnel, qui représentera donc le clergé constitutionnel chez nous. Alors pour faire quoi tout ça? Aussi pour laïciser la vie publique. La vie publique, et donc en particulier l'état civil, puisqu'il n'y a plus monopole du catholicisme, puisque maintenant le clergé est dépossédé de la plupart de ses pouvoirs, il n'y a pas de raison que l'état civil soit tenu par les curés. Et en particulier, donc il y a un député, vous le reconnaissez, Murer, Honoré, le député de Draguignan, qui va soutenir une loi qui explique qu'en effet, les curés non plus, on ne voit pas pourquoi ils continueraient à tenir l'état civil, et donc maintenant, ce sont des officiers municipaux qui tiendront l'état civil. Et d'ailleurs, il fera une deuxième loi extrêmement dans le même sens, puisque c'est lui qui proposera la loi sur le divorce, quelques mois plus tard. Donc là, je parlais de Muret. Alors, ça c'est juste pour détruire une idée reçue, parce qu'on en parle souvent de ces images, de ces portails de Barjol, d'Ops, ou bien d'autres, où on dit « Ah, c'est la Révolution française ». Bon, c'est sûr, c'est inspiré par la Révolution française. Mais ça ne date pas du tout de la Révolution française. En fait, la plupart de ces peintures, République française, liberté, égalité, fraternité, c'est la Troisième République. C'est la Troisième République qui fera peindre véritablement ces slogans sur les portails. Alors, dès les premières années, 1880, et surtout 1905, bien sûr, lorsqu'il y aura la séparation de l'Église et de l'État. Donc, c'est inspiré par la Révolution française, mais attention, ça ne date pas de la Révolution française. Donc, j'insiste quand même beaucoup. Écoutez, je peux continuer un peu, je suis désolée. J'ai éclaté mon temps, mais est-ce que je peux? On va Oui, il faut Je suis désolée. Bon, alors, je continue un peu. Bon, allez, j'essaie. Bon. Alors, c'est quoi aussi? Je savais, je suis incorrigible. Alors, vivre, c'est quoi encore? Donc, évidemment, la Révolution française, c'est vivre sa citoyenneté. C'est donc vivre en particulier, ça c'est très important. Les gens du Haut-Var vont connaître de nouvelles sociabilités.
Bon, ça, c'est un petit dessin quand même, un intérêt propre, c'était juste pour illustrer. Alors, je vais vous montrer deux formes de sociabilité particulièrement importantes. La première qu'on néglige trop souvent, qui s'appelle la garde nationale. On n'en parle jamais, alors que c'est super important, comme vous le verrez. Alors, cette garde nationale, je reprends toujours un peu les mêmes gouaches qui sont au musée Carnavalet, mais je vous répète qu'on ne trouve rien chez nous, alors il faut bien prendre ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est la garde nationale? C'est une milice citoyenne qui s'est spontanément, on ne l'a pas fabriquée, c'est spontanément faite. Lorsque vous vous rappelez, il y avait tous ces remous en 1789, toute cette agitation. Et donc, spontanément, les communes ont créé comme ça des gardes pour essayer de protéger un peu les choses. Alors, justement, elle sera au cœur du débat révolutionnaire. Et donc, il y a un rôle important du citoyen qui est aujourd'hui, bien sûr, complètement occulté. Le citoyen est aussi garant de la sûreté et de la défense de la nation. Et à l'époque, c'est un point extrêmement important, parce que qui dit défense de la nation, dit défense de la révolution. Donc ça, c'est important. Alors, ça veut dire que cette garde... Ah, j'oubliais, donc les gardes nationaux, on les reconnaît ici. Là, il y avait les maires, vous vous rappelez, et là, il y a les gardes nationaux, qui ont donc un uniforme. Alors, ces gardes nationaux, c'est super important. D'abord, ils prêtent serment à la nation. Vous remarquerez là, ils prêtent serment à la nation, devant donc le clergé constitutionnel, vous n'oubliez pas. Alors donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce sont tous les citoyens qui participent, les actifs comme les passifs. Ça, c'est intéressant. Ensuite, elle élit ses officiers. Les officiers sont là par élection. Et enfin, comme vous l'avez vu sur cette image précédente, ils vont participer à des fêtes civiques, pour justement, j'allais dire, exciter toute cette ferveur révolutionnaire, diffuser les idées, défendre la révolution et ses acquis. Et donc très souvent, ils se retrouvent en grande fête fédérale, où toutes ces gardes nationales se retrouvent, ce que l'on appelle donc des fêtes de la fédération, et en particulier donc la grande fête de la fédération que tout le monde connaît, c'est celle qui se passera à Paris, donc le 14 juillet 1790, mais en fait, bien avant cette fête de fédération de Paris, il y avait eu ces petites fêtes, y compris dans le Midi, qui exaltent cette communauté. Et donc, ce qui est très très important à noter aussi, c'est qu'on a vraiment l'illusion que tout le monde est heureux, que la révolution est finie, qu'on a fait les bonnes réformes, et ça y est, ça va rouler, ça va être bien. Et là, bien sûr, grosse erreur, comme vous le verrez tout à l'heure. En attendant, deuxième sociabilité, super importante, j'en parlerai surtout dans la prochaine conférence, c'est ce qu'on appelle les sociétés populaires. Et ça, c'est important, parce que là, on revient dans le sujet, dans les démocraties plus directes, plus participatives, où donc à l'intérieur de ces sociétés populaires, eh bien, on discute, on débat. Et la société, donc là, vous voyez donc une image entre cela, et alors la société populaire par excellence dans ces années-là, c'est ce que l'on appelait donc la société des amis de la Constitution. Ce que l'on appellera plus tard, beaucoup plus connu, le club jacobin. Donc, le club jacobin, il est né à Paris, bien sûr, et il va diffuser comme une véritable gigantesque toile d'araignée dans toute la France. Et donc, faire un véritable réseau. Un réseau avec des têtes de réseau dans les grandes villes de province, et en particulier Marseille. Et ce que vous allez bien comprendre, c'est qu'en fait, Marseille va devenir le véritable cœur du réseau de la Provence et du Haut-Var. Et donc, vous verrez d'ailleurs que ces clubs vont très souvent être animés par des missionnaires qui viennent de Marseille pour prêcher la bonne parole. Alors, une fois de plus, ce que je vous raconte, c'est vrai. La grande majorité des Varois et des Hauts-Varois ont adhéré à tout ça. Cette carte, le tout noir, eh bien le tout noir, ça veut dire ceux qui adhèrent à plus de 90% à ce projet de société populaire. Et là, ça veut dire quoi? Que 60% des communes, au moins, ont une société populaire. Et vous verrez, surtout la prochaine fois, que le moins petit village d'ici, il y a sa société populaire. Donc Barjol, bien sûr. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi le Var a-t-il explosé comme ça, une fois de plus, le comptard? Il faut l'expliquer. Alors, justement, l'autre historien que j'ai énormément lu, apprécié et adoré, qui s'appelle Maurice Agulon, je ne sais pas jamais la prononciation, je suis désolée, qui est aussi un enfant du pays, parce que Signal, qui fait partie de une association importante d'historiens, il a disparu à Brignoles, c'est un enfant du pays, comme on dit bien. Il a écrit des choses majeures sur le Var. Et donc, en particulier, il a beaucoup travaillé sur le transfert des sociabilités. Et ça me paraît extrêmement important. C'est-à-dire que, en fait,
le Var connaissait déjà de très fortes sociabilités avant la Révolution. De par, bien sûr, les loges maçonniques que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les confréries. Et en particulier, les confréries des pénitents blancs, qui animaient énormément les communautés des régions. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans les communautés d'habitants, on avait l'habitude déjà de se rencontrer. On avait l'habitude de discuter ensemble. On avait l'habitude de débattre et de savoir construire un discours argumentatif, si vous pigez ce que je raconte. Donc, autrement dit, c'est quelque chose qui ne les a pas étonnés de tout d'un coup passer en société populaire. Et sans compter les communes, les communautés d'habitants, c'était pareil. Ces communautés d'habitants avaient l'habitude de se réunir, de discuter, de débattre, de protester. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en Provence. Et donc, on s'assied tout à fait dans ces pantoufles qui existaient déjà. Alors, en tout cas, ce que font ces clubs, donc, ils lisent les journaux, ils font un travail éducatif, ils écoutent les conférences des délégués dont je vous parlais, ils convoquent les municipalités pour dire ce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse, ils débattent, et donc, ils font des fêtes, comme vous le voyez ici, pour montrer. La fête, c'est un concept très important dans la Révolution française. Un côté propagande, création d'une communauté, c'est très important. Mais là, une fois de plus, je vais vous poser la question. En quelle langue on discute dans une société populaire? Alors là aussi, c'est intéressant. Parce que là, de nouveau, il faut être très clair, eh bien, dans ces clubs patriotiques jacobins, on parlait provençal. On parlait provençal. D'abord parce que c'est beaucoup de petites gens. Rappelez-vous, les bourgeois, ils sont bilingues. Donc, on parle provençal. Mais alors, par contre, ce qui est intéressant, et vous l'avez peut-être vu dans les cahiers de doléances, dès que c'est écrit, c'est en français. Et donc, ça devient intéressant, et vous verrez d'ailleurs le glissement progressif de cette histoire de langue. Mais je voudrais quand même l'évoquer. Alors, juste pour rester, je reste toujours un peu, bon, j'ai presque fini, je vais essayer d'aller plus en plus vite. Alors, il y a une légende aussi très importante de ces histoires de fêtes, c'est bien sûr l'arbre de la liberté. Donc vous avez ici, bien sûr, la représentation. Alors là aussi, des légendes et des légendes et des légendes. J'ai rencontré des gens qui disaient, ouais, l'arbre de la liberté, là, le troisième platane à gauche, à Varage, l'arbre qui est à côté de la fontaine de Pont-de-Vesse. Bon, la plupart du temps, d'après ce que j'ai compris, il y en avait partout. Voilà, c'est pas vrai. En tout cas, pas de 89. On peut avoir éventuellement des arbres de 48. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les arbres qu'on voit d'ici, ou ailleurs, c'est 48. Et donc, d'après ce que je sais, je vais peut-être raconter des bêtises, parce que je ne suis pas du coin, peut-être qu'il y en a un qui a survécu de 89. Mais bon, d'après ce que j'ai lu, non. Après, j'en ai entendu un de Leluc qui aurait été arraché par la nouvelle municipalité, mais là, on s'égare. Alors, et les femmes? Et les femmes, me direz-vous, parce que vous ne pouvez pas les oublier, les femmes, vous avez vu qu'elles ont été exclues du droit de vote. Par contre, vous avez remarqué que dans les fêtes, elles sont là. Elles sont toujours là, elles font jolies, et puis elles organisent les fêtes d'habitude. Et après, les hommes arrivent. Elles s'occupent de la tendance, donc elles sont là. Elles sont aussi extrêmement motivées. C'est pas parce qu'elles n'ont pas de droit qu'elles ne sont pas motivées. D'ailleurs, dans les émeutes, je vous rappelle, il y a énormément de femmes qui sont là, au premier rang. Elles donnent leur avis aussi, très souvent. Bon, donc, elles sont présentes. Mais, au niveau des clubs, et bien là, en principe, elles n'ont pas le droit d'avoir des clubs. Alors d'ailleurs, en 91-92, on recensit à peu près une cinquantaine de clubs en France, de femmes. Comme vous en doutez, essentiellement à Paris et dans les très grandes villes. Maintenant, cela dit, j'ai trouvé deux petites perles. D'abord à Riance. Là, on est dans le coin, c'est Beauvard, où les femmes ont le droit d'assister à la réunion de la société populaire. Bon, à condition qu'elles ne se fassent pas remarquer et qu'elles ne causent pas. Mais elles ont le droit d'assister. Bon. Ensuite, là, ça devient intéressant, mais je quitte malheureusement le Haut-Var. Mais on n'est pas loin, je vais à Castellane. Et à Castellane, il est avéré qu'en juin 92, se serait créé un club féminin, distinct des hommes. Bon, ils se sont créés grâce aux hommes, et ce sont eux qui les ont parrainés, mais il y aurait eu un club à Castellane, où les femmes ont le droit de discuter entre elles. Bon, j'ai un quart d'heure de temps, ça va? D'après mon planning. Alors, de toute façon, on arrive au bout. On arrive au bout, puisque là, on a vu tout l'aspect révolutionnaire de ma thèse, que les Varois, et aux Varois en particulier, sont en plein dans le mouvement et adhèrent. Maintenant, bon, mon accent est un peu compliqué, mais vous verrez qu'il est très clair. Vous allez voir qu'un certain nombre d'événements vont faire que ce consensus, ou cet apparent consensus,
va violemment se rompre et va aboutir à la deuxième conférence de l'entracement. Bon. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, des résistances font jeu. Et d'abord, la question religieuse. La question religieuse, et c'est justement ici que ça va se passer, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui a été dépossédé quand même de son petit clergé français, c'est le pape. Et le pape, il n'est pas content, et il va protester officiellement en condamnant et en excommuniant, bien sûr, ce qui se passe. Et là, eh ben, ça va en faire réfléchir. Ça va en faire réfléchir, et donc, comme vous le remarquerez, la question religieuse va s'en venir. Alors, je pense que vous connaissez peut-être cette image où justement on voit un prêtre qui va donc justement être obligé de choisir entre son appartenance à l'Église constitutionnelle ou être purement, simplement éjecté de, je dirais même, la nation. Alors, je vous rappelle, donc on était à plus de 96% du clergé qui acceptait cette constitution, et donc à cause du pape Pie VI, eh bien, un certain nombre vont revenir sur leur décision, et on va donc assister dans le Haut-Var à une très profonde division dans le clergé. Donc par exemple à Otz, à Saint-Maximin, la Verdière c'est bon, ils étaient déjà pas d'accord, plusieurs vicaires et curés se rétractent. Le curé de Cotignac par exemple, qui avait jusqu'à présent, j'allais presque dire, prêté son serment à deux mains, se dit maintenant affligé et proclame, comme citoyen je suis soumis à la nation, à la loi et au roi, mais comme chrétien, je veux vivre et mourir dans la foi de l'Église catholique. Et donc, il se rétracte. Mais je vous laisse le meilleur pour la fin. Vous vous rappelez notre député, curé de Barjol, qui s'appelait Montjalard? Et bien lui, ça lui pose un tel problème. Vous savez ce qu'il a fait? C'est défroqué. Non, il s'est jeté par la fenêtre. Il s'est jeté par la fenêtre, il a laissé un petit mot en disant « Je déclare que personne que moi n'a attenté à mes jours. Il m'est impossible de supporter plus longtemps le fardeau d'une vie si douloureuse. Que le ciel me pardonne, comme je pardonne aux hommes. » Il s'est précipité par la fenêtre, on l'a ramassé par terre, noyant dans son sang, et il est mort au bout d'une heure. Ces témoignages ne sont pas faits. Je suis désolée, c'est l'histoire. Donc vous voyez que là, ça a été quand même un drame pour beaucoup de ces prêtres qui y croyaient, et ça va en rajouter une couche pour ceux qui n'aimaient déjà pas le clergé. Vous vous rappelez Maximin Isnard? Lui, c'est un anticlérical. Et donc, justement, il en profite pour enfoncer le clou, et son discours, donc en novembre 91, la religion est un instrument avec lequel on peut faire beaucoup plus de mal qu'avec d'autres. Aussi, il faut traiter ceux qui s'en servent beaucoup plus sévèrement que les autres sujets. Il faut chasser de France ces prêtres perturbateurs. Et encore, je n'ai pas dit les mots les plus gentils. Alors, deuxième point important, c'est que le roi, je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'on se méfie, depuis sa fuite, il joue double jeu. Je trouve que cette image de Janus est particulièrement intéressante. Il dit oui d'un côté et puis non de l'autre. Et s'il y a bien un député qui ne peut plus le voir, qui essaye vraiment de le dégommer comme c'est pas possible, pas devinez, c'est notre Maximin Isnard, député de Draguignan, qui donc, lui, est de plus en plus violemment républicain et de plus en plus contre le roi. Et chaque fois qu'il peut, à l'Assemblée nationale ou dans des émeutes, par exemple celle du 20 juin 1992, il tape en fait sur la royauté. On voit aussi dans les sociétés populaires, fracture totale entre les gens. Alors là, c'est l'horreur. Il y a ceux qui sont soutiens de la monarchie constitutionnelle, mais qui sont républicains. Après, on est entre républicains, les modérés, les plus radicaux. Et puis après, il y a les vieilles affaires qui ressortent, même d'avant la Révolution. Bref, les sociétés populaires, elles aussi, sont en pleine effervescence et en plein conflit. Et là, pour ajouter le tout, il y a les paysans. Alors les paysans, vous vous rappelez, le 4 août, l'abolition des privilèges, l'exaltation de départ, allez, on abolit tout. Bon, quelques semaines plus tard, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on était revenu un petit peu en arrière, parce qu'on trouvait quand même que c'était pas très sympa d'enlever tout de suite aux seigneurs leur rente. Et on avait dit aux paysans, allez hop, on vous les rend s'ils pouvaient les racheter. Bon, le problème, c'est que la plupart des paysans, ils n'ont pas les moyens de racheter ces rentes seigneuriales. Donc en fait, ils se retrouvaient, alors certaines municipalités l'ont fait, mais sinon, la plupart des paysans ne pouvaient pas racheter ces droits. Donc autrement dit, ils étaient obligés de continuer de payer. Alors en plus, en 91-92, il y a de mauvaises récoltes. Bref, vous avez deviné ce qui se passe.
de nouveaux soulèvements paysans. Et si vous regardez ces cartes qui ressemblent plus à des microbes bacilles de jour, en fait, c'est une carte du Haut-du-Var, où vous voyez très bien, vous voyez très bien ici, cette grande zone du printemps, puis ensuite de l'automne, où va se propager des colères paysannes très violentes, mais vraiment très violentes. Je vous en donne des exemples. Nous, par exemple, vous voyez, on est là. Et donc, en effet, ici, les paysans ont très brutalement attaqué les châteaux. Donc, par exemple, à Flyosque, vous connaissez, il y avait un château, le château du seigneur de Villeneuve, qui a été complètement rasé. À Draguignan, donc vous avez aussi le seigneur de la Motte, non seulement on lui a rasé sa demeure, mais en plus il a été pendu par les pieds avec sa femme. Bon. Ou la Verdière, c'est à ce moment-là que la Verdière a connu quelques dégâts. Bref, l'Assemblée législative, sans le vent du boulet, va donner quelques lois agraires en septembre 92, et enfin, en effet, il supprime les droits seigneuriaux sans rachat, cette fois. Et donc les paysans, apparemment, ont les gagne. En tout cas, ça y est, le fruit est mûr. Cette fois, nous allons aboutir à la chute, en fait, de ce régime, dans cette espèce donc de remous, vous avez vu, extrêmement important. Mais il fallait encore un contexte pour que le fruit tombe. Et le contexte, vous l'avez compris, c'est la guerre. C'est la guerre, puisque nous allons être dans un concept qui va faire passer beaucoup de choses, la patrie est en danger. Alors cette guerre, bon, elle est présente en fait depuis très longtemps, le risque de guerre, en fait depuis 91. Et le Var, je tiens, il est en première ligne, parce que la frontière du comté de Nice, avec les États sardes, et donc là, ça risque de chauffer. Et ça chauffe déjà d'ailleurs, l'armée bouge beaucoup. En tout cas, le roi est pour la guerre, parce qu'il espère qu'on la perd, et puis que comme ça, on va retourner sur le trône. Les révolutionnaires, dont Isnard est un fervent défenseur, est pour la guerre, parce qu'ils se disent on va gagner, et on va pouvoir diffuser nos idées. On va pouvoir les propager hors de France. Donc là arrive justement donc, cette idée de guerre révolutionnaire extérieure. Et donc finalement, le consensus se fait, le 20 avril 92, la France déclare la guerre aux ennemis de la France. Alors justement, image très importante. Comment le Haut-Var accueille cette idée? Eh bien très bien, dans un premier temps. En fait, on appelle des volontaires pour défendre la patrie en danger, et on ouvre donc des bureaux de recrutement, et justement les Varois vont se révéler être un département extrêmement patriote. Et très vite, bataillon après bataillon, nous allons voir se créer une dizaine de bataillons du Var. Je vous signale quand même qu'il n'y a que 170 bataillons en France, donc une dizaine rien que pour le Var, 83 départements, ça fait quand même beaucoup en moyenne. Et donc, je signale ce très fort patriotisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement la guerre commence très mal, la guerre est envahie, on est en train de la perdre, l'ennemi s'approche de Paris, et c'est là où le roi va donc en fait perdre le pouvoir, parce qu'on a bien tous compris que le roi trahit, enfin sa femme en particulier, qui écrivait plein de lettres pour expliquer ce qui se passait. Et donc cette image, je pense que vous la connaissez toutes, c'est la fin de la monarchie avec la chute des Tuileries, le palais royal, le roi se réfugie à l'Assemblée nationale, qui va donc le destituer, et donc avec l'aide du peuple de Paris et de volontaires fédérés qui venaient du Midi, en particulier de Marseille, dont l'un ou l'autre bataillon du Var, vous voyez que décidément tout se retrouve, et finalement donc, c'est l'avant-dernière image, le roi destitué, et bien c'est l'heure de la République, et l'heure des ennuis, l'heure des problèmes, parce que c'est là où donc en fait tout ce consensus va éclater dans ce contexte de guerre, et ce sera donc l'objet en fait de ma prochaine conférence, qui vous donnera donc là le développement de la suite de l'histoire, orage et fracture. Et donc je vais vous squeezer la conclusion, c'est pas grave, parce que de toute façon ce que j'aurais pu vous dire, c'est que finalement, dans ces années que je viens de vous exposer d'ailleurs aussi, on a assisté à très large adhésion des populations, et que les fissures et un peu fractures que l'on commençait à observer en 92, éclateront dans 3 semaines, si je vous retrouve.